Bonsoir, donc je suis Jean de Castet, fondateur de Fluo. Fluo, c'est une start-up, une boîte techno qui a pour mission tout simplement de réengager les consommateurs avec leurs assurances. Et on s'appelle Fluo, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait nous mettons en évidence les informations que trop souvent on vous cache quand typiquement vous voulez actionner vos garanties d'assurance ou quand vous achetez une assurance ou quand on vous propose une assurance, vous ne savez pas si vous êtes déjà couvert. Vous partez au ski par exemple. Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter une assurance ski? Vous partez en voyage. Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter une assurance voyage? Est-ce que celle qu'on vous propose est effectivement efficace ou est-ce qu'elle ne fait pas doublon? Est-ce que vous possédez déjà, notamment dans vos cartes bancaires? Pareil sur les assurances auto, habitation, santé et emprunteur. Donc là, on va s'intéresser à notre partie Fluo qui est imbriquée dans les sites marchands et qui permet effectivement, en apportant beaucoup plus de transparence sur les assurances que l'on possède déjà, eh bien, le fait un peu magique qui est de non seulement révéler les garanties que vous possédez, et tout en chassant les doublons, qui permet aux marchands de vendre beaucoup plus d'assurances. Et comme vous le savez, dans de nombreux domaines, l'assurance représente peut-être une très faible partie du chiffre d'affaires, mais représente surtout une très forte partie de la marge nette des marchands. Et c'est une solution très élégante, car c'est une solution qui peut se mettre avant le paiement ou après le paiement. Donc typiquement, vous achetez, on va dire, un smartphone ou un voyage, vous payez avec votre carte bancaire. Fluo va recevoir de la part de votre système de paiement, donc de Monext, le nom de la banque, le nom de la carte. Et sur la carte, sur la page de confirmation, vous allez avoir la confirmation de votre paiement. On va dire typiquement vos 500 € du billet d'avion pour partir à New York ont bien été processés. Et Fluo à la volée va permettre au consommateur de vérifier les garanties qu'il a. Donc, typiquement, là aujourd'hui, c'est une Visa standard BNP Paribas. Eh bien, voici les garanties auxquelles vous avez le droit. Et nous permettons aux marchands d'effectuer à la volée une recommandation des garanties complémentaires que lui-même propose à son client. Et en un clic, vous vendez des assurances. Donc aujourd'hui, Fluo a permis aux marchands qui l'utilisent sur leur site ou sur leurs applications d'augmenter la vente d'assurance entre 100% et 20%. Voilà. Vas-y. Est-ce qu'on en est sûr? Oui. Nous pouvons être fiers en France de favoriser la consommation de produits de base par le plus grand nombre, grâce à des mécanismes comme les aides sociales, les tickets restaurants ou les titres cadeaux distribués par les comités d'entreprise. Mais qui d'entre nous n'a pas constaté le détournement de ces outils? L'aide à la rentrée sociale qui sert à financer la rentrée des parents, ou les tickets restaurants à payer le cuisinier. Je suis Marc-Herman Tallard, directeur technique de WizIP, et nous avons l'ambition avec le projet MoneyTrack de changer les choses. Nous voulons fournir les outils nécessaires à une consommation dirigée et vérifiable. Alors, nous appelons une consommation dirigée le fait pour un financeur de payer les achats d'un bénéficiaire. Par exemple, si on prend le cas des titres culture, c'est un comité d'entreprise va payer les achats d'un salarié à condition que ce soit un roman, une bande dessinée ou encore de la musique ou un film, mais pas un aspirateur. Et comment ça se passe aujourd'hui? Si vous avez un titre papier, dans le meilleur des cas, l'enseigne va vérifier que le titre est en adéquation avec les achats. Dans le cas d'un titre dématérialisé, il n'y a simplement aucun contrôle. Si par exemple vous avez un titre accepté par Amazon, vous allez pouvoir acheter tous les produits proposés par Amazon, par sa marketplace, et maintenant par les adhérents d'Amazon Pay. Et c'est à ça que nous voulons remédier. Nous voulons que le financeur, l'émetteur du titre,
puisse vérifier que le bénéficiaire respecte la politique d'utilisation de ce titre. Et nous voulons qu'un régulateur, les URSSAF dans notre cas, puisse vérifier que le financeur vérifie que le bénéficiaire respecte les politiques d'utilisation du titre. Alors, comment allons-nous faire ça? Nous allons inscrire les dotations dans une blockchain. Alors, c'est un mot dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. En première approximation, une blockchain, c'est juste un grand livre comptable distribué. C'est simplement une liste de transactions ordonnées, partagées entre tous les acteurs et protégées par des algorithmes cryptographiques. Les transactions sont soit de simples paiements, ou bien une exécution de smart contract, c'est-à-dire un programme qui lui-même peut déclencher de nouvelles transactions, paiement ou exécution d'autres smart contracts, et ainsi de suite. Et la seule possibilité de modifier le système est d'ajouter de nouvelles transactions en fin de liste. Résumons. Les transactions qu'on ajoute sont immuables, elles ne sont pas vérifiables. Il n'est donc pas possible de réécrire l'histoire. La donnée est partagée, il n'y a qu'une seule vérité unique, et les réconciliations sans fin sont évitées. Et enfin, vous connaissez le comportement de vos partenaires. En une phrase, le passé est garanti, le futur presque, et en tout cas, vous connaissez les réactions de vos partenaires aux événements qui vont arriver. Vous n'avez donc plus à leur faire confiance. Et regardons ce que ça implique dans le cas de MoneyTrack. Alors, la première question, c'est est-ce que je dois faire confiance aux bénéficiaires? C'est l'objectif premier du projet, et c'est évidemment, non. On n'a plus besoin de lui faire confiance, puisque on va transmettre au smart contract du financeur la liste des achats, et le financeur va pouvoir vérifier le solde du bénéficiaire, va pouvoir vérifier la réalité de la politique du respect de la politique d'utilisation par les achats. Et si ces conditions sont satisfaites, il va pouvoir déclencher le paiement du marchand. Toutes ces données sont inscrites dans une blockchain, et donc le régulateur va pouvoir vérifier a posteriori que toutes ces conditions ont bien été respectées. Et puisque l'émetteur du titre en valide chaque utilisation, il n'est plus possible de l'utiliser en dehors du réseau de distribution du financeur, tout comme il est impossible de le réutiliser. Fini la confiance aux bénéficiaires, fini les fraudes et fini les réseaux parallèles. Maintenant, on doit faire confiance à des partenaires. Généralement, le service du financeur est rémunéré par le marchand, qui lui propose une commission d'apporteur d'affaires. Et de même que le financeur inscrit dans la blockchain son smart contract, le marchand va également inscrire son smart contract qui va calculer les commissions payées à l'émetteur de titres. Ces commissions sont elles-mêmes inscrites dans la blockchain, qui sont partagées entre les différents acteurs. Et là encore, les disputes entre les deux parties sont terminées. Alors jusqu'à présent, je vous ai promis un monde sans confiance. Est-ce que vous avez besoin maintenant de faire confiance aux développeurs de MoneyTrack pour réaliser les promesses ainsi faites? Pour construire notre système, nous avons choisi la blockchain Tezos qui, outre le fait qu'elle a levé 200 millions d'euros cet été, a été construite dans le but, dès le début, de pouvoir permettre des preuves formelles sur les smart contracts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une preuve formelle? C'est simplement une preuve mathématique qui permet de garantir que le programme est bien conforme à ses spécifications. Par exemple, les logiciels embarqués dans les Airbus sont garantis formellement. Et nous travaillons avec l'équipe de l'INRIA qui prouve ces programmes, et nos smart contracts seront prouvés par cette même équipe. Donc, j'espère que vous n'aurez pas besoin de faire confiance à nos développeurs. Alors, la dernière question, c'est est-ce que je dois faire confiance à ma banque? Et alors, je vais vous surprendre, mais c'est la seule personne que vous
à laquelle nous vous demandons de faire confiance encore aujourd'hui. Alors, ça pose la question, est-ce qu'on peut se passer d'une banque ou d'une institution de paiement aujourd'hui pour faire un paiement sans valise de billets, j'entends? Et la réponse est oui. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser des monnaies cryptographiques comme Bitcoin pour effectuer des paiements. La seule condition, c'est d'avoir l'équivalent du mot de passe du compte, et ensuite vous pouvez envoyer à qui vous voulez les avoir. Alors, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que ce mot de passe cryptographique, c'est votre identité. Et si vous le perdez, ou si on vous le dérobe, vous avez tout perdu. Et il n'y a pas de recours. La cryptographie ne propose ni hotline, ni support. Et de leur côté, les banques sont régulées, elles savent vous identifier, et elles sont même obligées de vous rechercher si votre compte est en déshérence. Donc aujourd'hui, le projet Moneytrack a été labellisé par les pôles de compétitivité, finance, innovation et systématique. Nous travaillons avec les chercheurs de l'INRIA et de Léonard de Vinci pour améliorer les protocoles blockchain. Et vous aussi, que vous soyez une enseigne, un PSP ou un émetteur de titres, venez nous rejoindre pour révolutionner la consommation dirigée. Je serai heureux de discuter avec vous après les présentations ou dans la soirée. Et vous pouvez nous retrouver sur www.visip.com. Je suis la dernière présentation qui vous retient avant l'apéritif, je crois. J'espère que vous aurez l'énergie spirituelle, cher Raphaël Enthoven, de soutenir ma présentation. Et en tout cas, j'espère que ça va être intéressant. Donc, je suis Édouard Chabrol, je m'occupe des activités paiement de Amazon pour l'Europe du Sud, en fait, France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique également. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Quand on a préparé avec Loïc, on s'était dit que ce qui serait intéressant, c'est de parler de la confiance et de parler de comment est-ce qu'en fait on crée la confiance avec nos utilisateurs et nos clients. Et donc en fait, je vais le faire un peu à la manière d'Amazon, avec pas mal de chiffres et quelques études. Et après, je vais vous présenter Amazon Pay, parce qu'il faut bien que je le fasse. Et puis ensuite, on parlera de quelques innovations qui, j'espère, vont augmenter l'usage et la confiance. Alors, Amazon Pay, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le service d'Amazon qui permet aux utilisateurs d'Amazon de payer et de faire leurs courses sur des sites qui ne sont pas ceux d'Amazon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous utilisez vos identifiants, vos données qui sont stockées dans votre compte Amazon et vous pouvez payer et faire vos courses en ligne. On a 300 millions d'utilisateurs, ça c'est les utilisateurs Amazon. On a à peu près un peu plus de 10% maintenant qui utilisent Amazon Pay. Donc ça a bien démarré. Ça a été lancé en 2014. C'est des utilisateurs qui viennent de 170 pays. 50% d'entre eux sont des utilisateurs premium, c'est-à-dire que c'est vraiment des super utilisateurs Internet. C'est des gens qui dépensent plus de 1 000 € par an sur Internet. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'années. En fait, c'est toute l'expérience qu'on a accumulée avec Amazon.fr qu'on a mis dans ce système de paiement. Et enfin, bien sûr, c'est une expérience qui est assez familière pour les utilisateurs. Donc voilà, maintenant, moi, ce qui me semblait important en parlant de la confiance, c'est de parler de la confiance des utilisateurs et de parler de la confiance des clients, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette confiance, elle est un peu mise à l'épreuve à l'heure actuelle, avec tous les nouveaux cas d'usage qui apparaissent. Donc on parle du car sharing, on parle des marketplaces. En fait, c'est des actes d'achat qui sont quand même assez exotiques pour les utilisateurs. Et il y a une super expérience client. Et puis d'un autre côté, en fait, on a un cas d'usage, un nouveau cas d'usage ou un cas d'usage e-commerce qui fait que la confiance est mise à l'épreuve. On ne sait pas à qui on parle. Voilà, il y a de l'incertitude. Donc, ce qu'on voit pour nous, c'est que ça peut se traduire par des expériences clients qui ne sont pas forcément positives. Vous, les e-commerçants, vous les connaissez bien. Hein. C'est quelques anecdotes. Est-ce que ce shop est vraiment un shop? Est-ce que je peux acheter des choses dessus? Pas sûr. J'ai commandé quelque chose. Est-ce que ça va arriver? Le produit que j'achète en ligne, en fait, est-ce que c'est bien celui que je vais avoir? Et ainsi de suite. Où en est ma commande? Ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Ça, c'est des objections que l'utilisateur et le client a face à un site de e-commerce. Et c'est ça qui, voilà, ça c'est l'expérience de la méfiance, hein, l'expérience du côté des utilisateurs. Ce qu'on voit de notre côté, c'est que, en fait, effectivement, la confiance, ça rapporte quoi. Ça rapporte. Pourquoi? Parce qu'en fait,
si on prend nos utilisateurs sur Internet, c'est une étude qu'on avait fait avec un institut de recherche anglais en l'occurrence, et auquel je peux partager les données par ailleurs, c'est qu'en fait, le manque de confiance dans un site, c'est 78% des raisons de non-achat en fait, sur un site. Hein, c'est quand on n'a pas confiance, eh bien en fait, on n'achète pas. Voilà. Alors si on va un peu plus dans le détail, encore quelques chiffres. Ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'en fait, cette confiance, la confiance, c'est la sûreté, la sécurité du site. Voilà. Est-ce qu'on croit que ça va bien se passer? On peut le mettre aussi en perspective avec d'autres facteurs qui font qu'un site ou un business model a du succès, comme par exemple la familiarité. Hein, la familiarité, quelque chose qui est familier, finalement, on pourrait acheter. En fait, c'est 47% des raisons. Sur le coup, la statistique est vraiment sur du mobile, hein, pas sur tous les devices, c'est vraiment que sur du mobile. C'est sécurité, sûreté de l'expérience et confiance, c'est 47% des raisons qui vont faire que en fait, on va acheter sur un site. Et la familiarité en fait arrive loin derrière, 12% hein, sur cette slide. Et ce que je trouve très intéressant, excusez-moi, c'est la réputation du site, c'est que 10%. Enfin, c'est marrant. Ok, donc ça rapporte. Pourquoi ça rapporte? Parce que 37% des utilisateurs qui ont confiance, en fait, ils dépensent plus que les autres. 41% d'entre eux vont laisser des revues positives, et on sait que c'est très positif quand on est e-commerçant. Et 59% d'entre eux, excusez-moi, vont en parler à leurs conjoints, à leurs relations, à leurs amis, et c'est comme ça qu'on crée du trafic et des clients. Donc la confiance, ça rapporte. Alors nous, en fait, notre business model, c'est la confiance. Hein, c'est-à-dire que la confiance de l'utilisateur, la confiance du client, c'est ça ce qui est le plus important pour nous. On dit que, en fait, on a un certain nombre de principes chez Amazon, et en fait, le premier de ces principes, c'est une chose qu'on appelle en anglais Customer Obsession, donc l'obsession pour le client, obsession entendue au sens anglais, évidemment. Et bien, en fait, l'obsession du client, c'est ce qui nous meut, quoi. C'est ce qui est important pour nous. Alors, on avait fait 2 enquêtes en 2015 et en 2016, notamment sur les formes de paiement, quand on a lancé en fait Amazon Pay. On a posé une première fois la question en 2015 sur si vous deviez utiliser une forme de paiement qui était nouvelle, à laquelle de ces marques vous feriez confiance. Donc on a mis Amazon, Apple, Google, Facebook. Et en fait, Amazon a pris 50% des voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens font aussi déjà beaucoup de paiements sur Amazon. Et on a reposé la même question 1 an plus tard. Et là, en fait, on a gagné. C'est 52% en 2016. Et ben, en fait, voilà, c'est à cause de cette confiance qu'on a créée, à cause aussi de ces expériences positives qu'ont eu les utilisateurs sur nos sites, qu'en fait, on a cette préférence, on a dans le vote des utilisateurs. En fait, il y a vraiment des points très très précis sur lesquels on peut travailler et sur lesquels Amazon peut vous aider quand il s'agit de créer la confiance pour les utilisateurs. À commencer par offrir de la sécurité dans le paiement. C'est une chose de base. Monex le fait aussi très bien et le partenariat qu'on a aussi avec vous va nous y emmener encore plus. Protéger leur vie privée, protéger leur data. Ça, c'est une chose qui est importante. Faire en sorte que ce qu'ils achètent soit livré, qu'ils puissent en jouir, c'est important. Et faire en sorte aussi que leur garantie soit protégée d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et avec Amazon Pay, on peut ces 5 critères, on les aide. Et c'est vrai que les achats sont garantis par ce qu'on appelle la garantie AZ chez nous, qui est en fait une façon de protéger le consommateur, qui n'est pas forcément d'ailleurs uniquement en faveur du consommateur, mais qui permet d'avoir une sorte d'arbitrage, quoi. Voilà. Alors, on a démarré 2015, ça c'était aux US. Après, c'était en Europe. Maintenant, depuis cette année, en 2017, en France, en Italie, en Espagne, on a déjà quelques clients qui sont chouettes et dont j'aime bien parler. Je parle de Colette, Nature et Découverte, avec qui on a parlé récemment. C'est des clients Nature et Découverte. Typiquement, c'est des gens à qui on pourrait dire, c'est concurrents d'Amazon, ils sont commerçants. Amazon est commerçant. En fait, ils travaillent avec nous, quoi. Parce qu'ils ont confiance et parce que leurs clients ont confiance finalement, quoi. Et j'espère bien d'autres. Voilà. Alors, petite explication de à quoi ça ressemble. C'est un petit film. Voilà, ça c'était un peu le moment commercial de la présentation. Je voulais juste finir par quelques innovations parce qu'en fait le futur du paiement c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup chez Amazon et notamment mon groupe en particulier. Donc en fait il y a 4 images sur cette diapo. Celle d'en haut en fait c'est une expérience qu'on a menée dans un magasin qui est une propriété d'Amazon où en fait on vend des livres. Et ce qu'on fait en fait c'est que tout utilisateur Amazon Pay est reconnu
dans le magasin et a accès à tous les discounts du service premium de façon automatique. Il est reconnu alors différents systèmes. Typiquement, actuellement, on utilise pas mal les QR codes pour le faire. Ouais. Ça c'est un premier point, c'est-à-dire que l'utilisateur se présente à la caisse et il a accès en fait à tous les discounts de Amazon. Donc ça se passe chez Amazon actuellement, mais vous comprenez bien que la direction qu'on prend, c'est qu'à chaque fois on développe quelque chose chez nous, comme Amazon Pay, comme Amazon Web Services, et bien en fait on le propose à nos partenaires et clients. En haut à droite, vous avez une autre expérience qui est un petit peu plus complexe et très intéressante. C'est un pop-up store qu'on a fait avec Kindle. Donc ça, c'est encore une fois propriété d'Amazon. L'utilisateur est reconnu, même système. Et en fait, on lui propose via des écrans la totalité de l'expérience Amazon Pay en ligne. Donc l'accès à son compte Amazon Pay, son historique de commande et ainsi de suite. Donc ça c'est très intéressant. Encore une fois, c'est propriété d'Amazon, mais l'idée c'est qu'on le fasse à terme avec d'autres clients. Vous comprenez bien que j'ai beaucoup parlé des marchands en ligne. Ben là, c'est plus du en ligne, hein. C'est en magasin que ça se passe, quoi. C'est offline comme on dit. Alors en bas à gauche, on a fait un partenariat avec une startup qui s'appelle Curalite, qui a des bureaux en Europe et on est en train de le faire avec quelques-uns des marchands avec lesquels je travaille, notamment dans le luxe et dans les marchands de lifestyle. C'est qu'en fait, on a mis en place une expérience d'achat. Où d'Instagram, on achète directement via Amazon Pay sur le site du marchand. Donc en fait, image Instagram, voilà une belle robe ou un beau sac. On clique dessus sur Instagram, on a tout de suite sur le catalogue du marchand et le paiement se fait de façon en un clic, quoi, en fait. Donc ça c'est innovant et c'est proposé déjà à tous les marchands avec lesquels nous travaillons en France, en Italie, en Espagne. Et alors le dernier point, alors ça c'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est pas chez nous, c'est chez un de nos clients qui s'appelle TGF, qui est en fait une TGI Friday, qui est en fait une chaîne de restaurants aux États-Unis. Alors là ce qu'on fait, il faudrait que je vous enverrai une vidéo pour tous ceux qui sont intéressés, si vous le souhaitez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux clients la possibilité d'identifier un magasin TGIF dans l'application Amazon Pay, voilà, dans son téléphone. Il va commander, disons, un burger. L'application va lui proposer le magasin le plus proche de chez lui où il y a le stock. Voilà, où le burger a été préparé. Et il va directement se servir, le paiement a déjà été fait, au magasin. Ça veut dire qu'il gagne pas mal de temps aussi, temps d'attente, intéressant certes, mais attendre dans un McDonald's ou dans un chaîne de grande restauration, c'est pas forcément. Ouais, il peut se passer des choses intéressantes, c'est vrai. Mais c'est pas. Parfois, on aimerait bien aussi rester à la maison ou juste faire une balade dans la nature, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc pour plus de temps dans la nature, utilisez Amazon Pay. Donc cette innovation-ci, elle est déjà live aux États-Unis. C'est en production. Évidemment, on cherche à amener ça en Europe le plus vite possible. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc il y avait un peu de confiance et il y avait un peu d'innovation. Et si vous êtes intéressé, venez nous voir. Et Sébastien, qui est au fond de la salle, aussi est disponible pour vos questions. Merci beaucoup.